Décryptage, Anne Kantner. Le choc au Niger, ébranlé par une nouvelle attaque djihadiste, une attaque revendiquée ce soir par le groupe État islamique. Pour la deuxième fois en 6 mois, ils s'en sont pris à la base militaire d'Inates, dans la fameuse zone des 3 frontières où se rejoignent le Niger, le Mali et le Burkina Faso. L'attaque a duré des heures, toutes les communications étaient coupées. Il a fallu attendre le soir pour que les militaires nigériens puissent donner l'alerte. Le bilan est très lourd, au moins 71 soldats tués. C'est l'attaque la plus meurtrière. Alors comment les groupes djihadistes ont-ils réussi une attaque d'une telle ampleur ? Quels sont leurs moyens, leurs stratégies, leurs objectifs ? C'est ce que nous allons voir avec mes invités. Bienvenue dans Décryptage. À mes côtés, Niagale Bagayoko, bonsoir. Bonsoir. Vous présidez l'African Security Sector Network. Avant d'accueillir notre autre invité, je voulais d'abord vous poser une question. Est-ce que vous avez été étonné par l'ampleur de cette attaque à Inates ? Étonné, je ne sais pas. En tout cas, ému et également frappé par le fait qu'aujourd'hui, on a affaire à des adversaires, à des ennemis qui sont extrêmement professionnels, puisqu'on s'aperçoit que les méthodes utilisées, qui ont d'abord consisté à neutraliser la poudrière, à neutraliser le système de communication, sont extrêmement sophistiqués et démontrent qu'on a un adversaire qui est non seulement très mouvant, mais également de plus en plus capable de s'attaquer à de vraies armées au-delà du recours aux engins explosifs improvisés. On a l'impression d'ailleurs que certains de ces groupes djihadistes, et notamment le groupe État islamique qui a revendiqué l'attaque, ont presque atteint un niveau de perfectionnement ou de capacité de préparation qui équivaut quasiment à celui de certaines armées de la région. Alors moi, je n'irai pas forcément jusque-là. En tout cas, ce qui est frappant à mon avis, c'est l'asymétrie des moyens utilisés, justement. On a des armées qui sont, pour certaines, plus faibles que d'autres, mais qui ont été formées, préparées largement pour faire face à des ennemis qu'on qualifie de conventionnels et non pas pour répondre à des attaques de type asymétrique avec des ennemis qui recourent à des moyens pour lesquels ils n'ont pas été préparés à faire face. Et des attaques qui sont par principe imprévisibles puisque terroristes. Niagale Bagayoko, on va accueillir notre autre invité. Nous sommes en ligne avec Mahamadou Savadogo, chercheur au Centre de référence africain sur la démocratie et sur le développement. Ce centre est basé à Dakar, au Sénégal. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Le Niger, on le disait il y a quelques minutes, est sonné. Le président est rentré en urgence du Caire. Il a annoncé 3 jours de deuil national après l'attaque qui est donc la plus meurtrière pour l'armée. 71 morts au moins. Et le groupe État islamique vient de revendiquer cette attaque d'Inates. On s'y attendait un peu, Mahamadou Savadogo, que ce soit l'État islamique derrière cette attaque. Oui, c'est la zone d'influence de l'État islamique, la zone des 3 frontières et aussi une partie de la région de Tillabéri et de la région de l'Est au Burkina. Et ils en ont fait un sanctuaire et ils ont des zones de confort qu'ils maîtrisent depuis 2018. Et donc, c'est vraiment une zone qui leur sont dédiées et ce qui fait que lorsqu'ils mènent des attaques dans ces zones, ils arrivent vraiment à atteindre leur objectif. C'est le groupe le plus important dans cette région, vous le disiez. Est-ce que c'est aussi le seul qui est capable de mener une attaque aussi importante ? Oui, c'est le seul grand groupe vraiment assez structuré et équipé sur le plan logistique et sur le plan aussi technique pour pouvoir le faire. Et on a vu que ce groupe est monté en puissance tout au long de l'année et ça a commencé depuis 2018. Et en 2019, c'est vraiment comme une confirmation qu'ils sont vraiment montés en puissance et ils connaissent très bien la faiblesse des armées. Une force de frappe, effectivement, qui paraît grandir au fur et à mesure, qu'on a du mal à enrayer. Mahamadou Savadogo, comment est-ce qu'on peut expliquer ce bilan extrêmement lourd, au moins 71 morts ? Est-ce que les groupes djihadistes ont des moyens supplémentaires aujourd'hui ? Est-ce qu'ils ont du matériel qu'ils n'avaient pas l'année dernière ou quelques années plus tôt ? Je dirais plutôt qu'ils ont acquis une certaine technicité et une maîtrise dans l'art de combattre
et aussi effectivement quelques moyens supplémentaires avec des outils et des roquettes qu'ils utilisent désormais. Et surtout, je pense qu'ils se basent plus sur la maîtrise du terrain qu'ils ont pris le temps de conquérir pendant près d'une année et demie. Et aussi un système de renseignement très efficace parce que s'ils arrivent à traverser toute la bande des 3 frontières sans être dénoncés, ça veut dire qu'ils se sont vraiment créés des zones de confort où ils sont sûrs que durant toutes les traversées, aucune information ne va fuiter. C'est vrai que le ministère de la Défense du Niger a parlé de plusieurs centaines d'assaillants. Niagalé Bagayoko, on a du mal à imaginer que plusieurs centaines de personnes puissent se déplacer vers une caserne militaire sans être arrêtées. Alors c'est exactement ce que souligne mon collègue, c'est la question du tissu social, sociétal dans lequel ces groupes ont réussi à s'ancrer, ou en tout cas des réseaux locaux sur lesquels ils ont réussi à s'appuyer et qu'ils maîtrisent parfaitement bien. Il y a une nécessité aujourd'hui, à mon avis, pour comprendre la situation, d'analyser de manière très fine cet environnement sociologique, les relations entre les communautés, les moyens de subsistance économique qu'ont ces communautés justement et auxquels peuvent subvenir certains de ces groupes. Et c'est ce qui peut aussi expliquer que on peut parler en effet de complicité, mais tout simplement de silence face à des acteurs qui ne sont pas nécessairement perçus comme des terroristes ou comme des ennemis. Et je dis ça avec prudence parce que là aussi, je pense qu'il faut distinguer les groupes terroristes les uns des autres, en tout cas les groupes armés, parce que certains cherchent à s'insérer et à collaborer avec les populations, selon le principe de conquête des cœurs et des esprits, et d'autres, en revanche, terrorisent ces populations. Et là aussi, pour affiner la lutte, il est très très important de savoir quelle est la distinction entre les différents groupes et quelles sont les tactiques qu'ils utilisent vis-à-vis de ces populations. Quelle est la stratégie justement du groupe État islamique dans cette région, Mahamadou Savadogo? Est-ce qu'il a une stratégie différente d'autres groupes qui sont aussi présents dans cette zone? La stratégie de ces groupes terroristes-là, c'est essentiellement la base communautaire. Ils ont pu communautariser le terrorisme dans cette partie-là. Comment? En s'appuyant sur des groupes locaux qui sont essentiellement des criminels, des trafiquants et des comment on appelle ça, des vendeurs de drogue, de cigarettes, qui connaissent bien la zone. Et donc, ils ont une longueur d'avance sur les forces de défense et de sécurité qui n'ont pas, depuis des années, qui n'ont pas maillé cette partie du territoire qui est restée vide. Et donc, en s'appuyant sur ces groupes locaux-là, ils ont vraiment un avantage assez sérieux et efficace sur les forces de défense et de sécurité. C'est ça qui fait que ces groupes-là arrivent vraiment à coordonner des actions et à être beaucoup plus efficaces que malheureusement nos forces de défense et de sécurité. Et est-ce que tous les groupes ont la même stratégie ou bien certains envisagent peut-être davantage de s'installer, d'autres de mener des attaques et de frapper les esprits? Est-ce que le groupe État islamique a les mêmes ambitions que les autres groupes djihadistes? Je ne pense pas, parce qu'ils ont appris de leurs erreurs en Irak, en Syrie. Ils font ce qu'on appelle de la gouvernance à distance. Ils ne vont pas s'installer. Ils ont des zones de couloirs qu'ils créent et ça permet de fluidifier les déplacements et aussi d'atteindre leurs objectifs. Et aussi, comme ils s'appuient sur des groupes locaux, ces groupes-là se forment rapidement au sein de la communauté. Ce qui fait que ces groupes-là sont presque invisibles aux yeux des forces de défense et de sécurité. Et donc, du coup, c'est une stratégie qui est assez efficace et je ne pense pas qu'ils vont avoir l'idée aujourd'hui de prendre une zone pour la contrôler, parce qu'ils savent que tout de suite ils seront très exposés et même ça va se retourner contre eux, parce que gouverner une zone, administrer une zone devient encore plus difficile que de ne pas l'administrer. Que la position dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui. Donc vous le disiez, un maillage local très important, un meilleur renseignement aussi. C'est vrai qu'on voit que l'attaque a été très bien préparée. Vous le disiez tout à l'heure, Niagalé Bagayoko, les djihadistes ont commencé par détruire 2 points qui sont absolument essentiels. La poudrière et puis surtout le centre de communication. Donc les militaires n'ont pas pu donner l'alerte. Ils ont été complètement coupés du monde pendant plusieurs heures. Donc Mahamadou Savadogo, plus que les moyens, ce serait plutôt la stratégie qui a changé? C'est comme j'ai dit, ils ont gagné en technicité et en art de combat. Et donc, cette stratégie-là, on voit clairement que c'est des vrais combattants
qui ont étudié, qui ont mis en place un plan d'attaque de cette zone-là. Et vous voyez que la manière de procéder, et en coupant les communications et en attaquant la poudrière, c'est les zones les plus fragiles d'un camp. Et donc, ça les permet du coup d'isoler le camp d'Inates et de pouvoir en faire ce qu'ils voulaient. Donc je dirais qu'ils ont vraiment gagné, ils sont montés en technicité, et c'est ce qui veut dire qu'ils ont eu peut-être du renfort venu d'autres pays ou bien d'autres régions du monde où ils ont peut-être été chassés. Vous avez des informations à ce sujet? Est-ce que c'est envisageable, par exemple, que certains combattants du groupe État islamique en Irak ou en Syrie se soient rabattus vers cette région-là? Oui, au regard de l'attaque, de l'ampleur de l'attaque, je pourrais affirmer que c'est fort probable qu'il y ait eu un appui technique vraiment venu de ces pays-là qui ont longtemps été le sanctuaire de l'État islamique et où les combattants étaient assez avancés en matière de combat. Donc je dirais clairement que c'est fort probable qu'il y ait eu du renfort venu de ces pays-là. Ce qui pourrait expliquer donc ce meilleur niveau de renseignement et de préparation pour les attaques qui sont menées dans cette région des trois frontières. Toutes les attaques, c'est les zones de passage que les gens veulent prendre, forcément. Donc, ils sont obligés de travailler à déboulonner toutes les bases qui sont installées ça et là par nos différentes forces armées. On vient d'entendre le président du Burkina Faso. Le nord de son pays est aussi très régulièrement visé et les zones ne sont pas choisies au hasard. On a l'impression d'assister en fait à la mise en place d'une vraie stratégie pour isoler certaines villes. C'est le cas par exemple des deux principales villes du nord du Burkina. Puis il y a aussi ces attaques à répétition le long des frontières, donc à Koutougou au Burkina, à Boulkessi au Mali. Nagale Bagayoko, les djihadistes ont-ils effectivement une stratégie territoriale dans la zone? Alors justement, moi je voudrais faire une précision terminologique. Cette efficacité, cette technicité qui s'accroît pour moi, c'est du niveau tactique ou du niveau qu'on appelle opératif. Et donc oui, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a une approche non territorialisée, à mon avis, avec une sorte de tendance à allumer des feux un peu partout dans cet espace, notamment des trois frontières. Mais je voudrais revenir sur ce mot de stratégie. La stratégie, justement, c'est ce qui renvoie à un projet politique, ce qui renvoie à ce qui est recherché au final. Et c'est vraiment à ça, à mon avis, qu'il faut s'intéresser aujourd'hui. Et parce que c'est de cette façon-là que ceux qui luttent contre ces groupes vont trouver une réponse stratégique et non pas uniquement opérationnelle pour opposer un autre projet de société. Puisqu'en fait, je pense que c'est vraiment de ça qu'il s'agit aujourd'hui. On a un projet de société qui est promu par ces groupes et c'est très important de se pencher là-dessus et non pas uniquement sur leurs seules actions armées. Il y a aussi un projet social, un projet d'assistance à des populations qui se sont senties délaissées, qui se sont senties marginalisées. Donc je pense que c'est très important de distinguer ce volet stratégique de ce volet opérationnel et tactique. Un contact avec les populations. Mamadou Savadogo, est-ce que vous pensez qu'il y a effectivement une zone qui se dessine, que les djihadistes cherchent à dégager un couloir pour circuler plus librement ou bien pour pouvoir mettre davantage d'actions en place auprès des populations? Ça a été évoqué après l'attaque d'Inates, qui se trouve tout près d'un passage qui est emprunté régulièrement par les trafiquants de drogue, par exemple. Oui, effectivement, c'est un couloir de transit de drogue, d'armes, de munitions, de cigarettes qui repart même jusqu'en Europe. Donc c'est un couloir qui sait à fluidifier depuis le Sahara jusqu'en passant par l'est du Burkina et tout à terre les pays côtiers. Et donc c'est même une menace aussi pour les pays côtiers. Et donc ce couloir-là passe effectivement par la zone d'attaque et je pense qu'ils sont en train de chercher, comme l'a dit ma collègue, des voies d'approvisionnement et des voies pour fluidifier leur économie grise. Et donc ce qui fait que ils ont une stratégie bien élaborée et qu'ils sont en train de dérouler tranquillement et malheureusement on n'arrive pas à déceler ça à temps et donc on constate de plus en plus de dégâts de l'effort de défense et de sécurité. Pour l'instant, en tout cas, effectivement, on a l'impression que la réponse se concentre essentiellement au niveau opérationnel. Les armées des pays du Sahel sont-elles de taille, à votre avis, Mahamadou Savadogo, pour faire face aux djihadistes ?
À mon avis, les armées sont des tailles, mais il leur faut une meilleure coordination entre toutes les armées. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de coordination entre les armées. On constate qu'il y a des opérations ponctuelles qui sont menées et sporadiques qui sont menées par l'un ou l'autre pays sur l'un ou l'autre frontière alors que l'autre pays n'est pas impliqué. Ce qui fait que cette dispersion des forces-là, alors que nos moyens sont limités, cette dispersion des forces-là donne l'avantage à ces groupes terroristes-là. Et donc, à mon avis, les armées pourront avoir un avantage sérieux sur ces groupes terroristes-là s'il y a une meilleure coordination entre elles. On parle des capacités des armées du Sahel, mais est-ce qu'il est possible même de prévenir des attaques comme celle qui a eu lieu à Inates, Niagalé, Bagayoko ? Alors déjà, est-ce que n'importe quelle armée du monde finalement ne se retrouverait pas coincée et démunie comme l'a été l'armée nigérienne ? Alors, il y a plusieurs éléments. Pour répondre en effet à votre question, moi je pense que c'est la problématique de cette asymétrie. Et elle n'est pas nouvelle. C'est ce qui s'est produit au Vietnam, si on remonte très loin. C'est ce qu'on appelait le Low Intensity Conflict. On l'a vu donc, le conflit de basse intensité. Le conflit de basse intensité, absolument. Et il y a eu des techniques de lutte anti-guérilla qui ont été mises en place par les armées pour y répondre, mais justement qui n'étaient pas dans un schéma conventionnel. Donc effectivement, je pense que ce sont des ennemis qui sont très difficiles à combattre pour les armées en général. Mais pour répondre aussi à votre question, pour savoir si les armées sahéliennes sont de taille, déjà, ces armées ne sont pas toutes les mêmes. Elles ont des capacités différentes, elles ont des histoires très différentes. Et on ne peut pas non plus considérer que seules les armées doivent être impliquées dans cette lutte. Le rôle des autres acteurs de sécurité est extrêmement important. Par exemple, on prend le cas du Niger qui est concerné aujourd'hui, le rôle de la garde nationale aujourd'hui, qui est un acteur militaire mais qui dépend du ministère de l'Intérieur, est absolument fondamental aussi pour la sécurisation du territoire, comme les forces de police, les forces de gendarmerie. Et quelle est la place aujourd'hui de ces différentes institutions que vous évoquez à l'instant ? Moi, il me semble, encore une fois, très modestement, que l'accent n'est pas suffisamment mis sur la coordination avec ces acteurs-là qui jouent un rôle, et sur le rôle aussi de l'acteur judiciaire qui est fondamental, puisqu'on parle de réseaux, de trafiquants, d'économie grise. On a besoin de faire une distinction entre les ennemis qu'il s'agit de détruire, de neutraliser, comme on dit, et ceux qu'il s'agit de poursuivre pénalement. Je pense que c'est une question extrêmement importante pour affiner les moyens qui sont mis en œuvre dans ce combat. Est-ce que la clé, ce ne serait pas aussi, Mahamadou Savadogo, de discuter tout simplement avec ces groupes-là ? Oui, je pense qu'il ne faut pas exclure aussi cette option, mais je pense qu'avant de le faire, il va falloir d'abord rétablir l'équilibre des forces et aussi savoir avec qui et quel type de personnes il faut discuter. Et je pense que déjà, en rentrant en contact avec les intermédiaires, c'est-à-dire le bas, la base, c'est-à-dire qui est, leur base, c'est les communautés. Donc, en rentrant en contact avec la base, je pense déjà que on peut déjà amorcer cette phase de médiation-là. Et du côté des groupes djihadistes, est-ce que le groupe État islamique, par exemple, serait prêt à discuter avec les autorités nigériennes ? Ça va m'étonner parce qu'eux, ils sont vraiment radicalisés. Mais comme je l'ai dit, ce ne sont pas ces vrais acteurs-là qui mènent les opérations effectivement sur le terrain. Et comme ils sont aidés par les communautés, ils terrorisent les communautés, je pense que l'État doit d'abord se réconcilier avec sa communauté. Et en s'adressant aux communautés, on pourrait retourner la situation et permettre d'amoindrir l'influence de ces groupes. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Mahamadou Savadogo, chercheur au CERAD à Dakar au Sénégal, et Niagalé Bagayoko, présidente de l'African Security Sector Network. Décryptage était réalisé ce soir par Claude Battista, attaché de production Déborah Lepage, rédaction en chef Patrick Adam. Restez à l'écoute. Dans 10 minutes, le débat du jour consacré à l'élection présidentielle en Algérie. Et dans un instant, toute l'actualité africaine. Très bonne soirée à tous.